nous trouvons aujourd'hui dans la municipalité d'Irlande, au cœur de la MRC des Appalaches, afin de discuter de ce qui se passe dans cette belle municipalité très active. Dans un premier temps, nous nous entretiendrons avec le maire, M. François-Pierre Nadeau, qui nous parlera des divers projets municipaux auxquels il s'est consacré et se consacrera. Bonjour, M. Nadeau. Bonjour, M. Jacques. Ça va très bien? Oui, très, très bien. Parfait. Pouvez-vous d'abord nous parler un peu de votre municipalité? Eh bien, Irlande, c'est un véritable écrin de verdure dans la MRC des Appalaches. On a 112 km² de territoire. C'est sillonné de plusieurs cours d'eau, dont la rivière Bécancour. Et on a aussi, il faut tenir compte du fait que c'est zoné agricole à 94 % de notre territoire. Et on a 70 km de chemin. Ça décrit physiquement un peu ce que nous avons comme territoire. C'est quand même très impressionnant à ce niveau-là. Je sais que vous avez divers projets qui sont débutés parfois, qui sont complétés dans d'autres. Mais on va en jaser de ce qui s'est passé finalement au cours des derniers mois, finalement. D'abord, il y a l'asphaltage du chemin Gosford. Oui, effectivement. Le chemin Gosford, comme on le sait, c'est un chemin historique. Autrefois, ça pouvait partir de Québec puis se rendre jusqu'à Boston. C'était un chemin très, très important. Mais chez nous, ce qui est arrivé au printemps 2023 avec gel et dégel, le chemin Gosford, notre portion de chemin Gosford a été complètement détériorée par la météo, ni plus ni moins. Ce qui fait qu'on a entrepris de le repaver. Alors, on a fait affaire avec des ingénieurs pour trouver la meilleure façon possible de le faire et de faire un chemin qui va durer longtemps. Parce qu'ici, à Irlande, on considère nos chemins comme faisant partie de notre patrimoine. On a un patrimoine routier et on voulait que ce soit bien fait. Alors, on a entrepris les travaux comme tels en 2024, à l'été 2024. Et ça, je dois dire une chose très importante et quand même aussi très intéressante, c'est que grâce à Mme Geneviève Guilbeault, qui est ministre des Transports, on a eu une subvention de 3 809 000 $. Okay. Alors, c'est quand même très, très important. Et pour paver ce chemin-là, c'est pas la totalité du montant, mais c'est quand même une proportion très, très, très importante et substantielle. Et ce qui fait qu'on a maintenant entre les mains, on peut dire, un chemin qui va être bon pour plusieurs générations. OK. Je crois que ça va être complété cet été, finalement. Oui. En fin de compte, ce qui est arrivé, c'est que les travaux, à cause de la météo, ont dû être retardés quelque peu, mais on a été capable de paver la couche de fondation en entier. Ce qui fait que présentement, si vous passez sur Gosford, il y a de l'asphalte sur toute la longueur. Okay. L'asphalte neuve. Et on fera la couche de finition le printemps prochain, c'est-à-dire après le dégel, fin mai, juin, quelque chose. Et tout sera conclu par la suite, finalement? Oui, avec une belle ligne jaune au centre puis des lignes blanches de chaque côté. Est-ce que ce projet fait partie d'un plan de réhabilitation plus large des infrastructures routières de la municipalité? Bien, comme je vous le disais il y a un instant, nos routes, c'est notre patrimoine routier. Oui. Alors, il y a plusieurs chemins qui nécessitent d'être rénovés. On doit y aller, par contre, étape par étape. C'est bien évident qu'on ne peut pas rénover 70 km de chemin en entier du jour au lendemain. Ce qui a été fait dans le passé, c'était fait d'une certaine façon, avec une certaine technique de construction qui aujourd'hui est dépassée, ce qui fait qu'on doit d'abord et avant tout commencer par entretenir ce qu'on a. Et d'autres chemins, tels le rang 6 ou l'autre portion de Gosford qui passe devant la mairie ici, seront éventuellement repavés. Il y aura beaucoup de bénéfices pour la communauté à ce niveau-là, d'avoir un chemin pavé, finalement. Oui. Oui. Parce que, écoutez, un chemin qui n'est pas pavé, il faut bien comprendre une chose, c'est que c'est tout à fait technique, c'est que quand c'est un chemin, ce qu'on appelle un chemin de terre ou un chemin de gravier, veut pas, à tous les 3, 4, 5 ans, on est obligé de remettre du gravier. OK. Alors que quand on fait un bon chemin, une fois pour toutes, avec une bonne fondation puis un bon bitume, à ce moment-là, on n'est plus obligé de dépenser des dizaines de milliers de dollars simplement pour mettre du gravier qui s'en va dans le fossé après un certain temps. Bien que l'asphaltage du chemin Gosford, c'est sûr, c'était une nécessité, j'imagine. Absolument. Mais ça constitue aussi une amélioration pour la sécurité, j'imagine, des usagers. Ah, tout à fait. Tout a été pensé en fonction de ça. Il ne faut pas oublier que le chemin Gosford, dans la portion qu'on a rénovée, ça relie directement ça nous relie directement avec Saint-Julien et d'autres municipalités voisines.
Alors là... c'est l'artère principale, finalement. Une des artères principales. Une des artères principales. Il y en a d'autres. C'est bien sûr que la 165, celle-là, elle est gouvernementale. Oui. Mais d'autres chemins tels Bennett, ici, tout près, ou encore Marche-à-Terre, un peu plus loin, qui sont des chemins qui relient des municipalités ou des artères importantes entre elles. OK. Si on remonte à peine 4 ans en arrière, on avait pour entretenir tous nos chemins uniquement un pick-up, une camionnette. OK. Ce qui est totalement insuffisant. Depuis ce temps-là, on a acheté un camion 6 roues digne de ce nom, qui est capable de tracter une remorque et pour être capable de transporter plusieurs matériaux. Et on sait aussi procurer un tracteur, comme genre tracteur de ferme, qu'on a équipé avec un souffleur, avec une faucheuse pour être capable de faire l'entretien de chemin et effectuer d'autres travaux. Et donc, puis on a acheté aussi un tracteur à gazon parce qu'on a des parcs, puis tout ce qu'on avait, c'était une tondeuse. Okay. À un moment donné, il fallait se moderniser. On a acheté plusieurs équipements, plusieurs outils, du matériel roulant. Et je déplorais le fait qu'on soit obligé de faire coucher cet équipement-là dehors, ce qui n'est pas très, très bon pour la machinerie. Alors donc, j'ai mis de l'avant un projet de garage. Comme je vous disais, on est la seule municipalité, puisque le garage n'est pas encore construit, à ne pas avoir de garage pour aussi bien mettre notre machinerie, des matériaux et accueillir aussi nos employés. Parce que faire travailler des employés, à un moment donné, tu veux réparer quelque chose, construire quelque chose. Faire ça à l'extérieur, ça devient difficile. Même pas d'atelier. Alors, le garage, qui va avoir 4 portes, là, si je vous donne des dimensions là, rapidement pour les gens qui peuvent se faire une idée, 40 pieds de large, 80 pieds de long, 16 pieds de hauteur, puis à l'intérieur avec une mezzanine pour être capable de loger des matériaux. Okay. Et une place pour les employés. Quand je dis une place pour les employés, c'est comme un endroit pour dîner, un lavabo, une table, des chaises, des trucs comme ça. Mettre leur linge, etc. Alors, ça devait être difficile. Je sais que vous étiez la seule municipalité à ne pas être dotée de ces infrastructures-là. Ça devait être difficile pour vous de fonctionner... Bien, c'est qu'on fonctionnait au ralenti. C'était au minimum. Là, c'était au minimum. Mais écoutez, ce qui est important que je dise à propos de ce projet-là, c'est que le gouvernement en place a mis de l'avant un programme qui s'appelle le PRACIM. Là, je ne me rappelle plus de l'explication de l'acronyme. Là. Mais grâce à ce programme-là, puisqu'on a fait faire des plans d'architectes, des plans d'ingénieurs, qu'on s'est conformé du début jusqu'à la fin aux exigences du ministère, on va être subventionné à 78 %. Ce qui est quand même considérable. Considérable, sans compter le fait qu'il y a des sommes d'argent qui peuvent venir ici et là, à gauche et à droite, pour compléter le financement. Ce qui fait que, faites un calcul très, très rapide, là, juste comme ça. Là. Supposons que vous, votre rêve, c'est d'avoir une maison qui vaut $1 million. Vous dites, j'ai pas l'argent, mais il y a quelqu'un qui vous tape sur l'épaule et qui vous dit, oui, mais je te donne 800 000 pour acheter ta maison. Il ne te reste plus juste 200 000 à payer. C'est un exemple que je vous donne. C'est plus aisé à ce moment-là. Écoutez, à ce moment-là, c'est difficile de refuser. C'est difficile de refuser. Alors, écoutez, on va bientôt aller en appel d'offres. Le montant que j'ai nommé, c'est tout à fait théorique. C'est simplement pour des questions à titre d'exemple. À titre d'exemple, pour imager la totalité de la subvention, l'avantage qu'on a grâce au programme PRACIM du gouvernement en place. Or, donc, on va aller en appel d'offres très bientôt, en février, pour être capable de commencer les travaux possiblement en avril, mai ou plus tard en juin. Ce qui fait que le garage devrait être disponible à la municipalité pour les gens d'Irlande dès l'automne prochain. OK. Ça va être vraiment, je pense, une amélioration des services rendus à la population et aussi aux conditions de travail des employés. Considérable. C'est... on planifie le futur. On ne planifie pas le passé, on planifie le futur avec ça. OK. Oui, en effet, je pense que c'était vraiment quelque chose qui était nécessaire pour vous et qui sera bénéfique pour tout le monde. Oui. Puis en plus, moi, j'aime bien faire une comparaison avec le pâté chinois de la petite vie. Hein? On connaît tout ça. Oui, effectivement. Steak, blé d'Inde, patate, Bien, il faut planifier, réaliser, entretenir. Alors là, on planifie des tas de choses, on va les réaliser, mais par la suite, il faut entretenir. Alors, ça nous prend l'équipement nécessaire pour entretenir nos chemins, nos parcs, etc.
Effectivement, comme vous le disiez, il y a beaucoup d'endroits verts. Vous avez un grand territoire aussi. Oui. Donc, il y a oui. des travaux effectués de tous les côtés, finalement. Oui, et comme on n'a pas de noyau villageois, comme on n'a pas de centre-ville, la population est étalée sur tout le territoire. Ce qui fait qu'on doit aller partout sur le territoire. Ça nous prend l'équipement approprié pour faire les travaux. Et ça va permettre une meilleure gestion des travaux par la même occasion aussi. Définitivement. Par exemple, l'entretien des routes, la neige, les autres services essentiels. Tout ça. Parfait. Là, le délai imparti pour l'achèvement de la construction du garage, on disait que la construction commençait au maximum au mois de juin. On s'attend à ça. OK. On s'attend à ça parce qu'une fois qu'on aura fait l'appel d'offres, qu'on aura ouvert les soumissions, on doit transmettre la totalité des documents. On doit les acheminer au ministère. Ils en font une analyse. On n'est pas la seule municipalité à faire appel au programme PRACIM. Ça prend de 1 à 3 mois pour avoir la réponse du ministère. Pour avoir l'aval du ministère. Mais comme on a tout fait de A à Z, là, quand je vous dis de A à Z, là, aussi bien s'assurer que le terrain est dézoné, qu'on est conforme à la loi sur le zonage, qu'on a fait les études géotechniques, que les ingénieurs, les architectes ont mis leur sceau sur les plans, que les estimations ont été faites, que tout a été présenté. Et là, donc, il y a plusieurs travaux à accomplir, finalement, pour que s'assurer que tout soit dans l'ordre. Oui, c'est ça. Moi, je vais être optimiste. Je me dis que tout ce qui nous reste à attendre, c'est le chèque du gouvernement. Mais là, je pense que vous avez fait vos devoirs à ce niveau-là. Oh oui. Un autre point, la réfection de la mairie. Je sais que ça a été complété en 2023, je crois bien. C'est bien ça. Quelles sont les raisons principales pour lesquelles la réfection était rendue nécessaire? Bien, écoutez, moi, je vous dis qu'on est passé de taudis à mairie. OK. C'est ma façon de m'exprimer, c'est-à-dire qu'on est dans un vieux bâtiment. Mais quand on s'y trouve présentement, on le ressent pas du tout. On le ressent pas du tout. Mais c'était vraiment vétuste. Je vais vous donner un exemple bien simple. Là. La salle du conseil, pour tenir le plancher sur lequel on est présentement, la salle du conseil est parce que là, on se trouve au 2e étage, la salle du conseil est au 1er en bas. C'est ça. Alors, écoutez, il y avait 2 poteaux de fer, mais des poteaux de fer gigantesques, là, pour soutenir. Alors, en partant, il y avait un inconfort complet, ne serait-ce que pour les gens qui travaillent là, tout comme pour les gens qui venaient assister au conseil. Et les gens passaient leur temps à se pencher la tête de chaque côté du poteau pour être capable de voir ce qui se disait. Il y avait des chaises qui étaient moins occupées à ce moment-là. Tout à fait. Alors, écoutez, ça, c'est un exemple que je vous donne, mais on a changé portes et fenêtres parce qu'il y avait un programme d'éco-énergie. Alors, portes et fenêtres, c'est neuf. Les toilettes, ça a été remis à la mode, en ce sens que maintenant, c'est accessible à des handicapés. La même chose pour la porte extérieure. On appuie sur un bouton, la porte se rouvre, un handicapé peut entrer très facilement. Il n'y avait pas de place pour la réception. OK. Et il n'y avait pas d'agrandissement. On a fait un agrandissement. Écoutez, la directrice générale, à l'époque, devait avoir son bureau derrière la table du conseil avec son ordinateur, son photocopieur. Ça n'avait pas l'air d'une salle du conseil du tout. Mais ça n'avait pas l'air d'un bureau de directrice générale non plus. Non, ni d'inspecteur. Parce que, en faisant l'agrandissement, on a fait une place pour la directrice, pour l'inspecteur, puis il y a même une place pour une petite salle, une petite table de conférence quand on veut recevoir des gens. Puis la salle est libre maintenant quand on peut recevoir facilement 15-20 personnes pour la salle dans la salle du conseil. Ce qui est beaucoup plus convivial aussi. Oui. Puis en plus, on a aménagé une place pour une réceptionniste qui est une adjointe administrative. Okay. Donc, on a augmenté aussi, en fait, notre personnel pour être capable de mieux desservir la population. Et il faut dire qu'il y a jusqu'à quelques années, pas très longtemps, la mairie était ouverte 4 jours par semaine. Maintenant, elle est ouverte 5 jours par semaine. Et il y avait tout le temps des interruptions à l'heure du dîner. Et maintenant, comme il y a du personnel sur place, les gens se relaient pour qu'il y ait toujours quelqu'un sur place pour prendre... Pour qu'il y ait des gens disponibles en tout temps, finalement, pour répondre aux besoins de la population. Pour répondre à ne serait-ce que percevoir les taxes, les gens qui viennent payer. Quels étaient les objectifs principaux de la réfection? Bien, écoutez, faire d'un bâtiment un équipement municipal qui va aider la population, qui va mieux desservir la population. Le but principal d'un conseil de ville, c'est d'être à l'écoute de la population et de dire
qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis comment est-ce qu'on peut faire pour les aider, ces gens-là, ou pour améliorer leur confort, leur bien-être. Alors, c'est bien sûr que si les employés ne peuvent même pas travailler comme il faut parce que la place n'est pas correcte, c'est pas bon. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a amélioré les conditions de travail des employés. On a créé un endroit accueillant pour le public. Et puis, ça a été jusqu'à... Écoutez, en avant, le stationnement, c'était un stationnement de gravier. Okay. Alors, imaginez un instant, on a refait les planchers. Il a fallu refaire les planchers. Vous entrez avec vos bottines dans la mairie. S'il y a du gravier en dessous de vos bottines, vous allez user un beau plancher flambant neuf. Oui. On a fait paver le stationnement. C'est pas une grosse affaire, mais c'est déjà une amélioration. Oui, c'est une des améliorations, j'imagine, à ce niveau-là. À quel moment les travaux ont-ils été achevés? Je crois que c'était en octobre 2023 ou un peu non, septembre 2023. OK. Oui. Et depuis ce temps-là, je m'avais même dit que pour monter, je crois, au 2e étage, il fallait passer par l'extérieur avant. Effectivement, ça, c'était assez particulier. C'est que la salle dans laquelle on est présentement, pour y accéder, à partir de la salle du conseil en bas, on devait ouvrir une porte, sortir sur un balcon extérieur, puis repasser, puis remonter dans l'escalier qu'on a emprunté tout à l'heure. Alors, on a fait construire ce qu'on appelle un vestibule. Oui. Puis à ce moment-là, bien, écoutez, c'était rendu qu'il fallait mettre notre manteau en hiver pour passer de la salle du conseil à l'étage. Ça n'avait pas de bon sens. Outre le stationnement, est-ce qu'il y avait aussi d'autres travaux qui ont été effectués aux infrastructures environnantes? Ou c'est beaucoup concentré sur la mairie, vraiment? C'était concentré sur la mairie immédiatement à côté. Le terrain est assez grand qu'à côté, on a quand même un espace vert avec un gazebo. Et puis, ça, c'était pour la mairie, c'était pas nécessaire. Le bâtiment, ça, c'était essentiel. OK. C'est ce qui était primordial, finalement. Oui. Et extrêmement nécessaire, selon vos paroles. Oui. Une mairie, c'est la maison du peuple. Hein? Oui. Faut pas oublier ça. Fait que c'est très important. C'était très important qu'on mette ça au goût du jour. La salle dans laquelle on est présentement, à tous les mardis dans l'année en cours, il y a des cours de yoga qui sont donnés. Alors, c'est utilisé. Il y a différentes activités qui sont planifiées, qui sont faites ici. Oui, c'est pas une grande mairie comme dans une métropole, mais il en reste pas moins qu'à la grandeur du territoire qu'on a et à la population qu'on a. La salle est utilisée La population est de combien? On est moins de 1000 habitants. OK. Oui, définitivement. Répartis quand même sur 112 sur l'ensemble du territoire. comme on disait. Oui, sur l'ensemble du territoire. OK. Oui. Il y a aussi un autre point, c'est l'étang Stater, qui est un endroit très agréable à visiter. Oui. Il y a beaucoup de nouveaux aménagements qui ont été faits. Quel était l'objectif principal des nouveaux aménagements à cet endroit-là? Bien, écoutez, rendre l'emplacement accessible et agréable, justement. C'est que les gens, beaucoup de personnes connaissaient l'étang Stater comme étant un endroit où il y a beaucoup de faune qu'on peut observer. Les gens peuvent aller à la pêche présentement. Là, on est en plein mois de janvier, il fait froid, il y a des gens qui s'installent pour pêcher sur la glace. Là. Il y en a qui le font. Mais l'étang Stater, dans son état actuel, est reconnu même à l'échelle internationale, en tout cas du moins aux États-Unis, comme étant un endroit écologiquement hors du commun, extraordinaire. Il y a une très grande diversité de faune, aussi bien la faune ailée que, par exemple, les tortues. Okay. La tortue sur place, c'est l'animal emblème de notre municipalité. On a choisi ça comme animal emblème. Et donc, il y a un site de ponte de tortues qui a été aménagé. Mais récemment, pour être capable de rendre l'emplacement accessible et agréable à tout le monde, bien, on a fait des sentiers en gravier. Okay. Pour que les gens puissent se promener sur le site. Parce qu'il y avait un sentier, mais à certains endroits, il y avait de la boue, il y avait des C'était pas aménagé comme ça l'est présentement. Il y avait des fossés. Ça fait qu'on a fait aménager 2 passerelles pour être capable de traverser des fossés qui étaient désagréables. Les gens peuvent effectuer un circuit à pied, et les gens qui veulent faire de la marche en milieu naturel, c'est un demi-kilomètre, mais c'est une bonne petite marche pour quelqu'un qui veut voir quelque chose d'intéressant. C'est en partie sur le bord de l'eau. On a une tour d'observation qui avait été faite il y a plusieurs années, mais là, encore une fois, pour y accéder, c'était pas possible de le faire tout le temps parce que il y a un milieu humide, ce qui fait qu'on a construit un trottoir de bois, une passerelle, et puis les gens peuvent se rendre désormais à la tour d'observation, puis admirer le lac, les oiseaux, tout ce qu'il y a là. Et puis récemment, cet été, bien là, on a fait un aménagement paysager, c'est-à-dire que on a fait planter des végétaux ornementaux pour border
le stationnement que nous avons agrandi parce qu'on avait un tout petit stationnement. Là, maintenant, on peut assez facilement stationner une vingtaine de voitures sans définitivement nuire à l'environnement. Mais on a aussi installé des tables à pique-nique, des poubelles, des bancs. Alors, les gens peuvent se promener, déambuler, jaser, faire un pique-nique. C'est très, très agréable d'aller là. Oui, pour l'avoir visité moi-même, je vous avouerai que c'est un très bel endroit, en effet. Il y a aussi de la flore aussi, il n'y a pas juste la faune. Non, bien sûr, il y a une très belle végétation. Là. La végétation des Pariennes est assez remarquable, celle qui est sur le bord de l'eau. Là. Ouais. Ça vaut la peine d'aller voir ça. Ça va vraiment améliorer, je crois, l'accessibilité à cet étang-là, là, tout ce qui a été fait. Ah oui. Puis d'ailleurs, on a retenu les services d'un artiste autochtone. Je m'excuse d'oublier son nom, là, mais il a créé un portail avec des colonnes de bois. Puis en haut, on a mis un lien entre les deux colonnes du portail sur lequel a été dessiné et peint une tortue, entre autres. Là. OK, qui est l'emblème, comme on dit ça, de la municipalité. Alors, quand on arrive à l'étang Stater, il y a la barrière qui est en ligne avec le portail, qui est en ligne avec une plateforme d'observation. Alors, on a une très, très belle perspective sur le lac. C'est très, très accueillant. C'est visible de loin. On a aussi à Irlande un autre endroit assez particulier, l'église Holy Trinity. Holy Trinity, oui, l'église Holy Trinity, qui a été construite il y a plus d'un siècle. C'est vraiment le typique petite église anglicane, là, toute blanche. Là. Et la municipalité, il y a une quinzaine d'années, a décidé d'en faire la location par un bail amphithéotique. Okay. Alors, la municipalité peut désormais utiliser cette église-là à d'autres fins que des utilisations religieuses. Et effectivement, au moins 4 fois par année, avec l'aide de Vertirland, il y a 4 beaux spectacles qui sont présentés, mais qui sortent complètement de l'ordinaire. J'aime bien ça, dire ça, que c'est pas juste du western qu'il y a là. Non, en effet. Il y a vraiment des spectacles qui sortent de l'ordinaire. Puis aussi, l'emplacement est utilisé pour les fêtes d'Irlande. La fête d'Irlande, on peut dire la fête d'Irlande, qui est parce qu'il y en a juste une, je crois bien, une fois par année, effectivement. Une fois par année. Et je pense que vous aurez l'occasion de discuter avec Madame Aude Fournier de tout ce que Vertirland fait à cet endroit-là. C'est vraiment très, très bien utilisé. C'est un très, très beau site. On invite les gens à visiter, d'ailleurs, parce que ça arrive que c'est portes ouvertes de temps à autre. L'architecture de cet édifice-là, si on la regarde de l'extérieur, on dit oui, c'est une très belle petite église blanche, là. Mais quand on entre à l'intérieur, il y a une architecture absolument formidable. Okay. Et les fenêtres, c'est des vitraux... Ça a été conservé dans son état original, beaucoup? Oui. Il y a des améliorations qui ont été faites et d'autres améliorations qui vont être faites aussi. Écoutez, il y a de l'entretien normal qui doit être fait, là. Peinturé. Entretien du terrain aussi. Entretien du terrain, les portes, des trucs comme ça. Alors, au fil du temps, là, pendant la durée du bail, on a à faire l'entretien de cet édifice-là. Encore une fois, pour rendre service à la population. Okay. Quand vous disiez que vous l'aviez loué, c'est parce qu'au fond, le diocèse, ou ça appartenait pas au diocèse, c'est vraiment... C'est-à-dire que, là, écoutez, là, vous me demandez de faire appel à votre mémoire. Oui, mais aussi à des choses que je connais pas. OK. Alors, moi, j'étais pas là au moment de l'acquisition, de la location. De la location. Alors, je sais que c'est l'église qui a été louée et pas tout le terrain. OK. Alors, mais par la suite, on a obtenu, la municipalité, quand je dis on, la municipalité a obtenu la permission de construire des petits bâtiments annexes, là, comme un gazebo pour être capable de recevoir des gens à l'abri, là. Ce qui en fait une sorte de place publique, ni plus ni moins. OK. Un parc aussi, les gens peuvent aller là. Ah oui, bien sûr. Prendre une bouchée, faire un pique-nique, des choses comme ça. Ou même des gens qui passent en vélo peuvent s'arrêter là pour... C'est une très belle halte routière. En effet. Au fond, au niveau de la vision à long terme par rapport à votre municipalité, comment tous les projets s'intègrent-ils dans votre vision à long terme en matière d'infrastructure et de développement durable? Bien, de développement, effectivement, on veut que le développement demeure. Écoutez, il y a une chose, c'est que comme on est zoné agricole à 94 %,
c'est très, très difficile d'obtenir la permission de la protection du territoire agricole pour construire des maisons. Mais on sait que on a obtenu un plan qui a été une ébauche de plan qui a été élaborée par la MRC pour essayer de déterminer s'il y avait des terrains qui pouvaient être constructibles. Okay. Il y a une 60aine de ces terrains-là répartis sur tout le territoire qui sont dits constructibles. Ça veut dire quoi au juste? Quand on parle de zonage puis de dézonage, il y en a qui, dans leur tête, ils se disent « Bon, OK, en voilà un qui veut prendre une terre où il y a du blé d'Inde, puis 100 hectares, puis faire 100 bungalows. » C'est pas ça. Pas ça du tout. Ce qu'on veut, c'est aller dans le sens que le gouvernement veut, c'est-à-dire habitation et occupation du territoire. Alors, occuper le territoire, ça ne veut pas dire faire des condos de 14 étages. Là. Occuper le territoire, ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il y a des gens qui voudraient s'établir à la campagne, et pas juste ici à Irlande, mais si on parle d'Irlande, ils voudraient s'établir, puis là, bien, il n'y a pas de maison à vendre, il n'y a pas d'endroit. Alors, si on pouvait simplement construire ici et là quelques maisons, sans nuire à l'agriculture, parce qu'il faut être bien conscient de ça. Sans nuire à l'environnement non plus. Pas du tout. Pas du tout. C'est pas le but. Au contraire, c'est d'améliorer l'environnement. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est qu'on est ici en Chaudière-Appalaches. Appalaches, ça veut dire quoi? C'est une chaîne de montagnes. Puis des montagnes, c'est pas fait avec du marshmallow, c'est fait avec de la roche. Alors, il y a des terres de roche qui ne sont pas véritablement cultivables, même s'ils sont zonés agricoles. Alors, on se dit, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, ici et là, construire quelques maisons qui permettraient d'augmenter la population et qui ferait en sorte qu'on aurait une masse critique d'individus, de personnes vivant ici, qui dynamiserait notre municipalité. Parce que présentement, je pense que vous m'aviez parlé qu'il n'y a pas nécessairement comme d'endroits possibles. C'est très, très limité. Okay. C'est très, très, très limité. Ce qui est bâti, finalement, dans la portion village et autour, c'est... Mais vous avez prononcé un mot, le mot village. On n'a pas de village ici. Il faut bien comprendre qu'on est une municipalité. Okay. Ça, c'est une création de l'État. Une municipalité, c'est une création de l'État. On a une charte. Mais si vous regardez ici, on n'a pas de centre-ville. On n'a pas de noyau villageois. Hein? Si vous faites... à part la mairie qui est ici, l'église qui est pas loin, puis le garage qui va venir bientôt, cherchez pas de dépanneur, il n'y en a pas. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas de commerce, il n'y a rien. Alors, il y a quelques petits... Oui, il y en a quelques-uns. Okay. Ça serait faux de dire qu'il n'y a rien, mais il n'y a pas de noyau villageois, il n'y a pas de centre-ville. Alors, si on pouvait rajouter quelques maisons ici et là, créer un dynamisme, ça serait très, très intéressant. À mon sens, c'est comme ça qu'on peut avoir une vision d'avenir. Ça permettrait de garder la vigueur aussi au sein de votre municipalité. Oui, parce qu'écoutez, il ne faut pas oublier que les besoins augmentent à tout point de vue. Là. Remonter dans l'histoire, à peine 50 ans en arrière, ministère de l'Environnement, il n'y en avait pas. Ministère protection du territoire agricole, il n'y en avait pas. Les exigences, les autres exigences ministérielles n'étaient pas si élevées. Les normes n'étaient pas les mêmes. Définitivement, les normes sont de plus en plus élevées, de plus en plus exigeantes. Ce qui fait que là, on a besoin d'avoir une population qui va dynamiser notre milieu. Parce que la population est vieillissante comme un peu partout. En plus, regardez, quand je parlais de construire des maisons, qu'est-ce qui nous empêcherait de penser d'avoir une résidence personnes âgées? 8, 10, 12 places. Des gens qui, présentement, sont des personnes âgées dans le territoire d'Irlande, puis qui disent « Ouais, il faudrait peut-être qu'on vende, on est rendu vieux, que peut-être qu'on irait... » Oui, et qui n'ont pas d'option nécessairement présentement au cœur de votre municipalité. Puis qui voudraient rester à Irlande, ben là, ils ne peuvent pas. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas, tout près ici, là, construire une résidence personnes âgées? Ça peut être comme ça. Ça pourrait être aussi une garderie, ça pourrait être d'autres choses. Là. Okay. Des services, des infrastructures qui pourraient aider finalement toute la population. Et je le répète, sans nuire à l'agriculture. Exactement. Ni à l'environnement. Avez-vous d'autres projets d'infrastructures publiques, espaces verts, aménagement, qui compléteraient toutes vos initiatives présentes? Bien, disons que l'important, comme je vous disais tout à l'heure, c'était le dinde patate, là, planifier, réaliser, entretenir. Commençons par entretenir ce qu'on a. On peut faire quelques petites améliorations supplémentaires, comme ajouter bancs, tables à pique-nique, poubelles ici et là. Mais je pense que l'entretien, c'est une des choses les plus importantes. Il y a peut-être, point de vue sécurité routière,
certains endroits, puisqu'on est en milieu rural, il y a beaucoup d'arbres. Alors, des fois, dans un tournant, on ne voit pas ce qui arrive. Alors, il faut ce qu'on appelle dégager le triangle de visibilité. Quand on arrive à un coin de rue, il y a quelques arbres à couper pour être capable de voir venir l'autre voiture. Et certains endroits aussi qui, justement, à cause de la géométrie géométrie routière, on aurait lieu, ce serait important, je crois, d'installer à quelques endroits de l'éclairage pour le soir. Comme par exemple, là, regardez, une chose qui a été faite, c'est juste ici, au coin de Craig et 165. 165, franchement, c'est une route très, très importante. C'est très passant, c'est en pente. Et à cet endroit-là, il y a déjà eu des accidents. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'il y a 2 ans, on a rajouté un lampadaire du côté sud, ou je devrais dire du côté ouest de la 165, de telle sorte qu'aujourd'hui, lorsque vous arrivez de Black Lake et que vous voulez tourner à gauche sur Craig, surtout le soir, là, vous savez où vous pouvez tourner. Avant, on ne voyait strictement rien. C'était vraiment dangereux. OK. Et puis, en plus, à cause, encore une fois, de la géométrie, lorsqu'on monte Craig, pour arriver à la 165, il y a comme une sorte d'illusion d'optique qui a été identifiée par le ministère des Transports, qui fait qu'on a l'impression que quand on arrive au coin de rue, on a l'impression d'être déjà de l'autre côté. Alors, il faut faire attention. Oui. C'est ce qui fait qu'on a fait installer des stops lumineux qui avertissent les gens. Non, on ne traverse pas tout de suite à temps. Alors, on a fait installer des stops lumineux des 2 côtés de la rue. Alors, on améliore la circulation routière de cette façon-là. Il y a d'autres choses qui ont été faites aussi. Comme par exemple, à plusieurs endroits, on avait qu'on appelle des piquets de cèdre avec un fil de fer. C'était vieux, c'était vétus, ça servait de garde-fou. Mais on a tout remplacé ça, ou presque partout, par de véritables clôtures à glissière. Vous savez, les poteaux, dans le sol, les 6x6 avec des plaques de métal. Là. Okay. Alors, ça c'est, encore une fois, c'est pour la sécurité routière. Puis il y a d'autres choses aussi qu'on essaie de mettre de l'avant, c'est que à certains endroits où il y a de l'asphalte, où c'est faisable, normalement, on ligne les routes. J'essaie de plus en plus de faire en sorte qu'il n'y ait pas uniquement la ligne jaune, mais aussi les lignes blanches. De chaque côté de la route. C'est bon parce que à la campagne, on n'a pas de trottoir, on a des fossés. La ligne blanche dit, mais regarde, dépasse pas ça, le fossé, là. Ça, c'est bien important. Puis aussi, on essaie le plus possible de mettre de la peinture acrylique parce que ça dure 4-5 ans. Alors, au lieu de mettre juste une peinture qui va s'effacer après 1 an, on met ça pour que ça dure plus longtemps. Si c'est différent dans les routes nationales, ça, il y a d'autres raisons que le ministère a, mais nous, ici, on essaie d'avoir du durable. Effectivement, alors, c'est très important. Un peu plus cher, mais regardez, à titre d'exemple, sur Marche-à-Terre qu'on a pavé en 2021, on a fait mettre ce type de peinture-là, durable, et vous pourriez y aller. Ça a passé l'hiver 21-22, 22-23, 23-24, ça va faire 24-25. Alors, au lieu de peinture, c'est toujours bien visible. Toujours. Alors, on sauve à plusieurs points de vue. Ça fait quand même beaucoup de choses que vous avez réalisées de votre côté. Pour la population. Maintenant, comme vous le disiez, ça va être vraiment l'entretien de toutes ces infrastructures, celles existantes et celles à venir, au fond. Regardez, je vous remercie beaucoup, M. Nadeau, pour votre entrevue et pour votre temps. Ça m'a fait plaisir. Ça fait un plaisir de vous rencontrer. Oui, puis on va dire longue vie à Irlande. Exactement. Merci beaucoup. Plaisir.